C'est l'histoire d'une traversée nord-sud de la cordillère des Andes. Celle d'un couple atypique, Megan Son et Laurent Granier, qui tentent de remonter le temps. Pour seul bagage, la passion de la marche et une détermination à toute épreuve. It's relatively cold. Il fait super froid. We're freezing. On gèle. Fatigant. En suivant les indices laissés par les anciens, en recueillant les témoignages des vivants, ils partent en quête du trésor perdu de l'Empire Inca, le Capacñan. Une route légendaire de 6000 km de long qui traverse 6 pays de 800 à 5000 mètres d'altitude. On n'est pas arrivé, hein. De Pasto en Colombie à Santiago du Chili, en passant par Cusco au Pérou, pour la première fois, ce joyau du patrimoine mondial se révèle dans toute sa splendeur. Le mur est là. On peut dire que nous sommes au point de départ de la grande route Inca, le Capacñan. C'est la première partie du chemin visible, du chemin qui existe encore aujourd'hui. C'est assez facile de s'en rendre compte par la largeur du chemin et puis par ces murs de pierres volcaniques qui sont tout du long et qui d'ailleurs est en train de totalement tomber en ruine. Ce qu'on sait sur les Incas, c'est qu'ils sont descendus du plateau là-bas, jusqu'à la vallée de la Chota, qui est plus verte. Puis ils sont allés de l'autre côté de cette montagne, jusqu'à Ibarra. La route aujourd'hui est empruntée par les voitures et les cars, mais c'est la même route qui était utilisée il y a plus de 500 ans. En 100 ans à peine, les Incas sont passés du statut de simples guerriers en empereurs du peuple quechua. Et ils construisent une route de 6000 km de long, empruntée par les caravanes de Lama, les messagers du pouvoir central et l'Inca lui-même. Voyageurs du monde à la recherche de l'insolite, Laurent et moi avions trouvé un défi à relever pour quitter la grisaille parisienne. Incrédules et enthousiastes, nous ne pouvions croire qu'une telle route existait. Nous marchions déjà dans nos têtes. On se rêvait en Indiana Jones, retrouvant trace de cette colonne vertébrale Inca. Couvrir à pied l'intégralité du chemin principal andin, tel était notre mot d'ordre. Et nous voilà on the road again. Notre aventure ne fait que commencer, mais elle prend des allures d'expédition. On est à 3200 mètres d'altitude. Il fait une chaleur à crever là. Donc c'est assez dur parce que tu cherches ton oxygène tout le temps, quoi. Et prends le soleil dans la gueule. Et là j'ai beaucoup de choses dans le dos là. Faut absolument qu'on chope des lamas, quoi. Faut absolument qu'on ait des lamas, sinon on va jamais y arriver, quoi. Enfin, en tout cas moi je vais pas y arriver, c'est sûr. Notre enthousiasme nous a jetés sur les routes sans réelle préparation. Qu'à cela ne tienne, nous allons y remédier. Une halte au village d'Otavalo s'impose. Nous sommes persuadés que notre carrière de Sherpa andin s'arrête là. Ce marché aux animaux nous fournira les lamas dont nous avons besoin. Monsieur, est-ce qu'il y a des lamas ici? Hein? Non? J'ai un peu la nausée. I'm a little bit like vomiting. Car vous, il y avait big porté. On peut trouver des lamas ici? Parfois, oui. Et où? Ici. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? C'est loupé pour cette fois. Pas de lama à Otavalo, mais qu'importe. Laurent s'est débarrassé du problème. Et bien sûr, c'est à moi de m'en débrouiller, tout juste après une semaine de marche. Alors ça, c'est Megan. Je viens de lui mettre le gros sac à dos sur le dos. À 3600 mètres. Moi, je peux plus porter ce sac à dos, il est trop lourd pour moi. Alors j'ai décidé de le filer à Megan, qui a l'air d'une naine absolue. Ça, c'est le couple moderne, tu vois. Moi, j'ai quasiment rien à porter et Megan, elle porte tout, quoi.
Le problème, c'est que Laurent a voulu prendre le petit sac de la caméra et un seul sac à dos. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Vous avez vu mon mec? C'est bon pour tes fessiers, Megan. C'est bon pour tes fessiers et ta grosse bedaine. Tu sais que j'ai porté ce sac pendant 5 heures. C'est à ton tour maintenant, c'est tout. Mais c'est toi l'homme. C'est un boulot d'homme. Mais même pas en rêve. Pour l'instant, c'est pas vraiment le trip dont j'avais rêvé. J'ai l'impression d'être saoul. Et j'ai la tête prise dans un étau. Mais Laurent sait trouver les mots pour me soulager. You really look like shit, quoi. J'ai le visage en feu et j'ai très mal à la tête. Hot, big headache. Marcher sur les hauteurs de la cordillère des Andes n'est pas une mince affaire. Nos organismes ne sont pas encore habitués aux différences d'altitude. Nous ressentons les premiers symptômes du soroche, le mal des montagnes. Mais nous ne sommes pas les seuls. Épuisés comme nous le sommes, nous aspirons juste à trouver un peu de repos dans un endroit calme. Nous sommes accueillis par une vision d'apocalypse. Nous atterrissons dans ce village le jour de la fête des morts. Tu peux te pousser? En Amérique latine, la Toussaint est l'un des événements les plus importants de l'année. C'est le moment où les familles partagent nourriture et boissons avec leurs défunts. Et l'eau de vie leur sert de remède au chagrin. Partagés entre le respect et la peur, nous ne sommes pas à notre place et préférons reprendre la route. En suivant le Capac Ñan, nous parvenons aux abords des lacs de Moranda. Nous gagnons en tranquillité mais aussi en hauteur, passant de 3000 à 4000 mètres d'altitude. C'est relativement une nuit de merde, ouais. J'ai pas trop de courbatures, quoi. Je me sens plutôt pas mal. J'ai très mal au dos par contre, hein. Là, les jambes ça va. C'est très très beau, donc je suis content d'avoir marché 8 heures en montant 1200 mètres dans une journée. Parce que c'est super beau ce matin, quoi. Donc Megan de s'arrêter de filmer parce qu'elle a trop mal à la tête. Ouais. Toute la nuit. Ah ouais, all night long. Ça c'est l'altitude. Malgré ces désagréments, nous poursuivons notre route. Notre progression n'a pas encore atteint son rythme de croisière. Notre souhait est d'avaler les distances, mais nous avons la sensation de traîner et de perdre du temps. Sans nous concerter, Laurent et moi partageons le même doute. Arriverons-nous au bout du projet? Mais aucun de nous deux ne veut lâcher. Nous concentrons notre énergie sur le fait de trouver un moyen de portage. Il y a plein de lamas partout. Ouais. Où ça? Ah ouais. J'ai un succès très moyen avec les lamas quand même. Aquí estaba. ¿Y no les venden o algo? Est-ce que vous les vendez? Sal. Du sel. Salsita. On leur donne du sel. Que nosotros queremos On voudrait comprar acheter dos 2 lamas lamas pour leur que faire podemos porter nos cargar. sacs. Claro. Oui, bien sûr. Ya cargué, Vous sí, pouvez ya les charger tranquillement. Porque son muy Ils ont l'air très salvajes, sauvages, non? Claro, Oui, Porque nosotros vamos a tener muchos, On va avoir muchos beaucoup de problèmes avec ces problemas lamas. con los ¿no? claro. sûrement. Es que este no Mais ils ne camina marchent pas breve. vite. Hein. No camina Ils ne marchent breve. pas vite. Ah, ils ne marchent pas très bien, hein. Ils savent pas marcher. No, Ah, camina non. breve. 100 kilos Ils cada peuvent uno porter pueden 100 cargar. kilos chacun? Sí, Oui. C'est beaucoup et pendant combien de temps? poco tiempo. Pas longtemps. Eso sí. Poco tiempo. Non, ils ne marchent pas camina longtemps, mucho. non. Non. No camina mucho. Ah ouais, non, mais Ziswan. Ah non, mais ceux-là, ils sont trop sauvages pour nous, hein. Bien trop sauvages, ça va être un cauchemar. hein. Ah, surtout sur les routes. Si on les maîtrise pas, ça va être l'enfer. Bon, inutile de nous attarder. Nous laissons de côté l'achat des lamas. Notre but est maintenant de rejoindre la capitale de l'Équateur. À vrai dire, nous sommes un peu paumés. Nous avons besoin d'aide pour localiser les traces visibles de la route Inca. Nous savons qu'à Quito, nous tenons notre homme. L'archéologue Antonio Fresco sait faire la différence entre les simples chemins de terre et les portions attribuées au Capac Ñan, la grande route Inca.
Ça rejoint cette route, qui est un chemin en terre. Ensuite, vers Ingapirca, ça se perd un peu. Il faut demander aux paysans. Ils peuvent vous aider à le trouver jusque-là. Mais après le fleuve San Pedro, il n'y a plus rien. Il y a des chemins qui peuvent coïncider avec le chemin Inca, mais ils ne sont pas reconnaissables. Antonio voudrait venir avec nous, mais des obligations professionnelles l'obligent à rester à Quito. Symboliquement, il nous remet sur le Capacñán. Là, nous sommes sur l'avenue Maldonado, qui, à partir de la place Santo Domingo jusqu'au fleuve Machanga, correspond à l'ancien chemin Inca et par la suite au chemin royal des Espagnols. Et ce chemin, il est complètement détruit. Oui, complètement détruit. Nous touchons là au cœur du problème. En Équateur, une grande partie de la route Inca a disparu ou est enfouie sous le bitume de l'autoroute. C'est toute la difficulté et le sens de notre quête. Sur les indications d'Antonio, nous nous rendons au village de Saquicili. D'après lui, nous pourrons enfin trouver les lamas qu'il nous faut. Mais nous sommes sidérés d'apprendre que ces animaux, fierté des Incas, sont vendus sur les marchés pour finir à l'abattoir. Et le prix se négocie à $1 le kilo. Celui-là, il peut porter du poids? Bien sûr. Il n'y a pas de problème, il a déjà porté du poids. Non, celui qu'on a vu derrière a de bons coussinets, un beau poil. Il est fort, il est parfait. Au final, ce n'est pas un, mais 2 lamas que nous avons sauvés. Voilà la petite tambouille. Très sympa. Et comme dans Tintin, effectivement, les lamas crachent à mort quand ils sont pas contents. Et depuis que Gordo essaye de monter Flaco, Flaco lui envoie régulièrement un vieux crachat au visage. C'est assez bon quoi, c'est assez drôle. Il faut qu'on les filme. Hey, cassez-vous les gars. Oh. Bon bah t'as plus de café Megan, hein. C'est con hein. Ah, T'as plus de café. Moi j'ai encore le mien heureusement. C'est de bas. En parfait gentleman, Laurent ne partagera pas son café avec moi. On ne peut pas tout avoir. Du café et des sacs adaptés au lama. Donc tout n'est pas encore complètement au maximum. On aurait dû leur dire de les faire plus longs. Yeah. What's packed? Deux semaines de marche, plus de maux de tête et plus d'état d'âme. Nous avons l'impression de revivre. Nous reprenons goût à la route, même si nous cheminons au rythme des lamas qui sont d'une nature plutôt indolente. On n'est pas arrivé, hein. Mais nous sommes heureux d'être là. Depuis plusieurs jours, nous suivons les traces du Capacñán. Et chaque pas nous apporte son lot d'imprévus et de rencontres. Ce jour-là, nous croisons des gens surpris par notre façon de voyager. Parcourir le chemin royal à pied est une idée bizarre, mais accompagné de lamas en guise de Sherpa est encore plus saugrenu. Pour nous, c'est évident. Ces animaux sont les figures emblématiques des Incas et leurs pattes sont munies de coussinets qui n'endommagent pas les pavés du Capacñán. Nous faisons halte à l'hacienda San Agustín de Cayo. Intéressé par notre projet, Diego, l'ami de la maison, tient à nous faire visiter les lieux. On peut entrer par ici. La propriétaire a voulu percer une fenêtre quand elle a restauré l'hacienda. Et en faisant les travaux, juste ici, ils ont trouvé un mur. Du coup, ils ont commencé à en chercher d'autres, tout autour, et c'est comme ça qu'on a découvert 5 murs ici. 5 murs de pierre taillés selon les règles de l'architecture inca. Pour nous, c'est la première preuve archéologique de leur présence en Équateur. Aujourd'hui, ces ruines d'un palais du XVe siècle sont intégrées à l'hacienda. Située au pied de l'avenue des Volcans, cette demeure impériale est un indice de notre quête de la route inca. C'est aussi un signe fort. Ici, les populations locales essaient de préserver les vestiges laissés par leurs lointains ancêtres. Nous marchons bien sur les traces des glorieux fils du soleil. Là, on est sur le Capacñán et on est juste au bord de la grande route Inca qui en fait ici longe la voie ferrée.
en direction de Riobamba, quoi. Puis il y a plein de lamas, donc c'est assez marrant parce que c'est la première fois que nos lamas rencontrent d'autres lamas. Donc c'est assez intense, quoi. Tu as reçu ta leçon, Gordo. Après avoir suivi une partie de route pavée attribuée au chemin royal Inca, nous arrivons au village d'Achupayas. Nous profitons de ces petites étapes pour demander l'hospitalité ou pour nous ravitailler. Ce sont nos oasis dans le désert. Merci beaucoup, monsieur. Portez-vous bien. Nous ne savons jamais quand sera notre prochaine étape. Nous devons donc trouver les produits de première nécessité à la moindre opportunité. Hola. Bonjour. Hola. Buenos días. Me lo guarda? Tu les gardes? Cuidado. Tu fais attention, hein. Vous avez de la bière? Oui? En canette? Ah non, juste comme ça. En bouteille uniquement? Oui, juste en bouteille. Tu en veux? Ok. Ayant acheté l'essentiel, nous continuons. Mais à la sortie du village, nous sommes paumés. La route se divise en deux. Quelle est la bonne? Oui, exactement. Ce doit être le chemin puisque la pointe jaune est là-bas. Vous pouvez nous montrer où est le chemin? Oui, allons-y. Bon, bah allons voir le chemin alors. C'est un large chemin, il rejoint la rivière, puis il grimpe vers les hauteurs jusqu'à la Pampa. C'est logique en fait, si on doit aller tout droit puis tourner à gauche. Non mais ce qu'elles essaient de nous dire, c'est que la route commence par là-bas et traverse comme ça. Mais je pensais que c'était par là. Mais c'est plus par là. Suivre cette route, atteindre l'autre piste. C'est la même piste que vous allez croiser là-haut, celle-là. Ouais, je pense que c'est la bonne, ça doit être le chemin. Après maintenant un mois de marche, nous ne sommes plus certains d'être sur cette fameuse route Inca. Mais nous finirons bien par la retrouver. Nous suivons les chemins tracés à flanc de montagne. Souvent, ce sont les seules voies de communication de la région. Elles seules permettent de maintenir le lien social entre les villages éloignés de toute cité. Des jours entiers sans jamais rencontrer personne. À la solitude viennent s'ajouter de brusques et incessants changements de température, dus aux différences d'altitude. Mais nous ne perdons pas confiance. Nous sommes enfin sur une immense portion visible de la grande route Inca, qui prend la forme d'un large chemin, parfois bordé de pierres. Maintenant qu'on a passé le col, on voit très bien le chemin qui coupe la vallée et qui remonte sur le flanc est, au fond, jusqu'au lac qui se trouve derrière moi. C'est vierge, c'est sauvage. C'est fou de se retrouver si haut à 4400 mètres pour ensuite redescendre dans la vallée. Là, on peut vraiment se faire une idée de Linganyan. Bon, let's take the sentier because I don't know if you saw the sentier. It's really getting worse and worse and worse. Regarde comme ça descend. Voilà. En gros, ça va être ultra casse-gueule ce truc encore. Slowly, slowly, good boy. Il marche, ça, non? What did you do? Go slowly, go slowly. Go slowly, go slowly. Ça va jamais s'arrêter ce truc sans déconner. Go slowly, go slow, Gordon. Go slow, oh. Ok, stop. Nous poursuivons notre chemin en direction de notre premier site archéologique majeur, Ingapirca. C'est sans aucun doute le mieux conservé d'Équateur. Sur les fondations du complexe économique, politique et militaire des Indiens Cañaris, les Incas bâtirent un centre administratif. Autour du Temple du Soleil se dressaient des habitations, mais le plus remarquable est cet édifice en forme d'ellipse destiné aux cérémonies. Nous croisons une guide locale sensible à la route Inca.
Il faut tirer la sonnette d'alarme pour protéger le Capac Nian, parce que c'est la seule chose que nous avons ici, en Équateur. Il devrait être classé et être protégé. Il est en train de disparaître. Il faudrait une prise de conscience urgente, mais malheureusement, les gouvernements sud-américains disent ne pas avoir assez d'argent pour ça. Ça devrait pourtant être une cause prioritaire. Au sud d'Ingapirca jusqu'à la Panaméricaine, apparemment le Capac Nian a été perdu, quoi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi la voie ferrée qui peut éventuellement être le Capac Nian recouvert en fin de compte de rails. Come on, guys. Après Ingapirca, nous marchons de village en village en suivant le chemin naturel, car la route Inca n'est plus visible dans ce secteur. En d'autres termes, c'est juste la galère. Apparently, they want to cool down. Move, 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 move. Move, guys. Nos lamas accusent la fatigue des dernières semaines. Ce ne sont pas de grands marcheurs. Nous comprenons pourquoi les Équatoriens leur préfèrent les ânes ou les chevaux. Après 40 jours d'aventure, nous débarquons à Saraguro. Exilés par les Incas, ces habitants sont originaires du Pérou. Leur identité est intacte, comme leur attachement au Capac Nian. Nous rencontrons Luis de l'université de Lora. Je pense que la reconstruction du Capac Nian est très importante, car elle permettrait de développer une interrelation avec les autres pays à des fins commerciales. Cela serait fondamental. Il pourrait permettre non seulement un échange de produits et d'argent, mais surtout un échange culturel, social et intellectuel. Les peuples andins ainsi reliés pourraient recommencer à fonctionner comme une entité. Cela peut paraître un rêve un peu abstrait, mais un jour, il pourrait devenir une réalité. Et le rêve pourrait bien devenir réalité. L'UNESCO a pour objectif d'inscrire le chemin principal andin sur la liste du patrimoine mondial. Cet héritage archéologique est porteur d'un message universel. Relier les populations locales entre elles par l'échange de biens et de cultures. Mais est-ce vraiment pour demain? C'est la grosse grêle. Ça va, Megan? Oui, regardez la glace qui empiète sur notre espace. On est complètement gelé. Il y a de la grêle partout. Ça va, Gordo? T'as peur couvert de neige quand même, hein? Voilà, donc notre petite tente improvisée. Ah, ça se lève un peu. Surnommée le jardin d'Équateur, cette région est une zone très humide, dotée d'une biodiversité riche. Mais elle n'est pas du tout au goût de nos lamas. Moi j'en ai vraiment plein le cul. Hein. Yeah. C'est fini. Hein. Regarde ça. Been walking since 1 hour. 1 hour and they're already like this. J'en ai marre. Je sais pas comment ils faisaient les Incas, mais... T'en as marre des lamas, on dirait. J'en ai marre, ouais. Je sais pas pourquoi, ça marchait très bien au départ. Puis là, c'est la catastrophe, quoi. Tous les 3 quarts d'heure, il y en a un ou des deux qui s'arrêtent et qui se posent par terre, quoi. On attend à longueur de temps ces animaux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gordo? On a essayé de jouer la technique de je te laisse derrière et puis on va voir s'il va nous rejoindre. Il nous a jamais rejoint, il s'est barré dans un coin. Donc on n'a aucun moyen de pression sur ces animaux. C'est-à-dire que s'ils veulent pas avancer, ils avancent pas. On the floor. Encore assis. Maintenant, on va grimper vers ce col là-bas, Tres Cruces. Vous pouvez voir le chemin qui y monte. Et nous allons redescendre plein sud, vers la frontière péruvienne.
Encore des montagnes, toujours plein sud. On verra. On est en Équateur depuis un moment et ça fait trop longtemps en fait. Il y en a ici. Ce sont des blancs, les gars. Ok, on va descendre. On a pris la décision très difficile de quitter Nolama. Il y a plusieurs troupeaux ici auxquels ils devraient pouvoir se joindre. C'est triste de les laisser. C'était un peu nos amis. Ça y est, il est parti. En prenant la décision de relâcher Nolama, nous faisons un choix en demi-teinte. D'une part, nous leur rendons la liberté, mais de l'autre, cela nous oblige à redevenir nos propres Sherpas pour la suite de l'expédition. Nous avons couvert 700 km en 47 jours. Il nous en reste 5000. Pourrons-nous les parcourir avec un tel pactage? Notre aventure équatorienne s'achève. La grande route Inca a disparu des zones urbanisées, mais elle est restée intacte dans les régions isolées. Nous espérons que le meilleur est à venir. Les terres du Pérou nous révéleront peut-être de splendides parties visibles du Capacñan. Nous quittons l'Équateur pour le Pérou, à la recherche de la grande route Inca. Laurent et moi devons marcher léger. Une seule solution s'offre à nous, nous débarrasser d'une bonne partie de notre pactage. Désormais, nous dormirons à la dure. Et si la chance nous sourit, les Péruviens nous offriront peut-être l'hospitalité. Mais il fait froid. Au moins, il n'a pas plu. Au moins, il n'a pas plu. Aujourd'hui, on doit pousser jusqu'à San Felipe. Encore une longue journée. J'espère qu'on trouvera un endroit pour se loger, où on pourra se laver et nettoyer nos habits. En tout cas, c'est l'aventure. Tu comptes te lever ou est-ce qu'il ne faut pas y penser aujourd'hui? Il est 7h passées, on doit y aller. Allez, lève-toi. Merci. Laurent a toujours sa légendaire bonne humeur. C'est la classique traversée de rivière. La rivière, elle n'arrête pas de faire des espèces de boucles avec des énormes falaises sur les côtés, donc on est obligé de passer d'une rive à l'autre à longueur de temps. Ce qui est assez fatigant parce que les pompes sont complètement trempées. Et donc quand on marche, ça fait des ampoules et les pieds sont trempés, quoi. Donc voilà. Après 50 jours de marche, nos organismes sont soumis à rude épreuve. Nous traversons des zones où l'altitude change sans cesse. Comme en Équateur, nous souffrons de nouveau du soroche, le mal des montagnes. Et rechercher la grande route Inca est une véritable expédition. Nous en rêvions tellement de notre aventure Into the Wild. Maintenant, nous l'avons. C'est pas le moment de craquer. On marche. On marche d'ombre en ombre. 50 mètres, tous les 50 mètres, on trouve un endroit à l'ombre. On s'arrête pendant 10 minutes tellement il fait chaud, quoi. Tellement il fait chaud. Putain, j'ai un mal de crâne. To buy aspirin is the next blade. Okay. En ce qui concerne le Next Blade, aucune idée de là où il peut être. Pour l'instant, nous sommes complètement lost. On cherche la route pour Huambos. Huambos? Oui, c'est de quel côté? Tu vois là-bas? C'est la route qui y va. Mais dans quelle direction sur la route? À droite ou à gauche? À gauche. À gauche. D'où viens-tu? De France. Tu as de la famille ici? Non. Non, on a de la famille en France, pas ici. No tenemos familia aquí. Si vous voulez, venez à la maison. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Gracias, señora. Ciao. Sur les indications de cette dame, nous retrouvons la route. Mais est-ce la grande route Inca? Nous arrivons à Aipate, où nous rencontrons Maximo Segundo, le gardien de ce site Inca.
Et le Capacñan, il passait bien par ici, non? Absolument, là c'est la porte. Mais la salle des cérémonies était dans le fond, comme le bain de l'Inca. Il passait par la porte d'entrée qui en fait était un poste de contrôle. Ceux qui voulaient rendre visite à l'Inca devaient se présenter là pour obtenir une autorisation. Ils allaient au centre cérémoniel pour pratiquer des sacrifices humains et d'animaux. Mais tu connais ça, non? Au fil de notre conversation, nous réalisons qu'Aipate n'est mentionné dans aucune chronique historique. Simple poste militaire ou retraite secrète de l'Inca, une porte trapézoïdale permet de rejoindre les Calliancas, ces auberges utilisées par les troupes impériales. Les caciques incas ont sûrement parcouru ces lieux desservis par le chemin royal. Le problème avec le Capacñan, c'est que lorsqu'on est dans des endroits comme ça, avec beaucoup de végétation, on ne le voit pas. Le Capacñan est beaucoup plus facile à voir quand on est dans le Paramo ou la Puna, quand on est très haut avec très peu de végétation. Là, on le voit bien. D'accord. Merci. Mais ce chemin pavé, il existe toujours ou pas? Oui, il apparaît là-bas. On le voit sur cette côte. Bon, on va voir. Tout est détruit, il n'y a plus d'ancien chemin? Il y a un ancien chemin. C'est celui qui va à Chaquil. Ils disent que le chemin a été complètement transformé en piste en fait, jusqu'à Santa Cruz en passant par Chaquil et compagnie, donc il n'y a plus de... Le chemin pavé est là-bas, au niveau de cette pointe que tu peux utiliser comme repère. Tu vois le cheval? C'est là que se trouve le chemin. C'est clairement un chemin encore très utilisé. Yeah. Voilà. Notre premier morceau de Capacñan complètement pavé, quoi. C'est très beau. Mais c'est incroyable, hein. Ce bout de route pavée d'à peine 1 kilomètre, entretenu par les villageois, suffit à effacer toutes nos galères vécues jusque-là. Rien que pour ces petits bonheurs, ça valait le coup de venir. Au Pérou, l'hospitalité est une tradition toujours respectée. Nous avons trouvé refuge dans le hameau d'une vallée perdue. T'as bien dormi? Très bien. Les patates que tu as goûtées hier soir pendant le dîner viennent de ce tas, pas vrai? Oui, ce sont de très bonnes patates. J'espère qu'ils vont nous en donner encore ce matin, avec un petit peu de Vomaltine. Je ne sais pas s'ils vont nous nourrir, mais je meurs de faim. Attendons le thé. Et si on voit qu'ils ne nous donnent rien à manger, on pourra toujours cuire ça. Ce sont d'excellentes barrillas aux 3 fromages. Je meurs de faim. C'est Harry en fait, je pense. Ahi, yeah. Sauce Harry. Sauce à l'ail. And pastas. Buenos días. C'est froid, hein? On dirait un chemin tout droit, mais en fait, nous, on n'a pas vu ça. Hein. Non, ce qui est sur la carte ici, c'est le trou de l'Inca. Notre hôte est le responsable des communications du village. Il connaît bien la région. Il est donc capable de localiser le Capacñan, auquel il tient particulièrement. Nous sommes très fiers que ce joyau archéologique, le chemin Inca, traverse nos terres. Un legs historique laissé par une civilisation grandiose, célèbre à travers le monde. Aujourd'hui, l'Institut national de la culture essaye de le restaurer au Pérou et de sauver certains tronçons déjà abîmés de ce vestige archéologique. Ciao.
Merci beaucoup. Revenez nous voir. Merci. Au revoir, petit. En suivant ses conseils, nous poursuivons l'aventure avec l'espoir de retrouver la route Inca. Pendant 2 jours, nous affrontons des conditions extrêmes, oscillant entre 3400 et 4000 mètres d'altitude. Nous sommes en forme et le moral est au beau fixe. Pourtant, par moments, nous doutons d'être sur la bonne piste. Bon ben voilà, on a trouvé une partie du chemin visible du Capacnyan. Voilà, très très clair, on a une belle courbe. Et des travaux de terrassement de l'autre côté, quoi. Et on est complètement perdu au milieu de nulle part à plus de 4000 mètres d'altitude au milieu de la Puna péruvienne. Donc voilà, on vient de marcher, on marche sous la flotte depuis 2 jours. On a fini à 9h30 du soir hier soir dans la nuit complète, la nuit d'avant aussi. Donc ça fait du bien de enfin trouver un endroit comme ça, complètement isolé, où il y a ce superbe reste de la route Inca qui reliait Quito à Cusco. C'est dégagé. On le voit bien. C'est fou. C'est super, la route est là. C'est évident qu'on est au bon endroit. Ça ressemble bien aux sections que nous avons découvertes auparavant. On est sûr que c'est ça. C'est génial qu'on l'ait trouvé. C'est complètement plat de chaque côté, hein, c'est assez clair. Nous sommes vraiment vernis. 2 belles portions de la grande route Inca en 3 jours. Et nous trouvons même des abris pour nous protéger. C'est super. Ouais, c'est une espèce de petite cabine, une petite cabane en paille. Où visiblement ils entreposent leur bouse de vache et leur bois pour faire le feu. C'est la première fois qu'on suit une section aussi large de la route. Il y a plein de pierres partout qui faisaient partie des fondations de la route. Le chemin n'est pas très bien préservé, mais on peut le voir. Il est visible. C'est vraiment excitant de tomber sur une telle portion de la route. Un pur bonheur. Les routes et les petits ponts sont des indices quant à notre prochain retour à la civilisation. Nous sommes contents de retrouver âmes qui vivent. Cet homme nous propose de partager le fruit de sa pêche à l'épervier, une technique ancestrale. Pourtant, nous déclinons l'invitation. Les truites attendront car nous sommes pressés d'arriver à Caramarca, l'une des résidences du dernier empereur Inca, Atahualpa. Et c'est ici que l'Inca s'arrêtait pour se détendre en utilisant ses sources d'eau thermale. Et donc l'histoire veut que c'est ici que les Espagnols ont rencontré pour la première fois Atahualpa. Ils lui ont envoyé un émissaire pour lui proposer de venir dans la ville de Caramarca pour rencontrer Pizarro et déjeuner avec lui. C'est là qu'il a été arrêté, c'est là que la bataille de Caramarca a eu lieu. Il y a eu plus de 7000 de ces guerriers qui ont été tués. Et c'est là que l'histoire de l'Amérique latine a fondamentalement changé. En arrivant à Caramarca, les conquistadors furent impressionnés par les richesses de l'Empire. Atahualpa proposa à Pizarro une rançon en or et en argent en échange de sa libération. Atahualpa le fit, mais Pizarro ne tint pas parole. Il exécuta le dernier empereur Inca et marcha sur Cusco. Voilà maintenant 2 mois et 1 semaine que nous marchons. Réconfortés par nos récentes découvertes du Capacnyan, nous nous accordons quelques pauses salutaires. T'es heureux, hein? J'ai acheté ce gros morceau de fromage. J'ai faim, j'ai chaud. C'est très salé, c'est très bon. Donc je me fais ma crise de boulimie de fromage. Là. Ça que j'aime bien avec le Pérou, la Cordillère des Andes, c'est qu'il y a du fromage. On n'a pas d'eau, c'est le problème. Il n'y a pas d'eau, par contre ça c'est sûr. Comme on n'a pas pris d'eau en bas, là on est juste bon pour se déshydrater à mort. Je suis fatigué, j'en ai marre de marcher. J'ai juste envie de me poser ici et manger du fromage pour toute l'après-midi. Laurent a la sale manie de boire jusqu'à minuit. Mais comme on décide de se lever à 7h du matin pour partir à 8h, moi je suis levée à 7h.
Et puis j'attends. 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, enfin 10h, jusqu'à ce que Laurent daigne sortir ses grosses fesses du lit. Et évidemment, on part à midi quand il fait super chaud. C'est le moment le plus chaud de la journée. Et c'est comme ça tous les jours. Et moi, je me tape des insolations. J'ai la peau brûlée à mort. J'ai des maux de tête horribles. Je crève de chaud et il n'y a pas d'eau. Ça, c'est Laurent, le grand aventurier. Ce type est incapable de gérer son temps. Il ne sait pas s'organiser. Il n'y a rien à en faire. C'est un sale égoïste. C'est énervant. Rien ne laissait prévoir cette petite crise de couple, mais bon, par moments, je dois avouer que Laurent me tape sur le système. Ça me fatigue de toujours vivre à son rythme. Les rancœurs s'accumulent les unes aux autres. Toute proportion gardée, c'est un peu comme ces pierres réutilisées sur plusieurs périodes historiques. La forteresse pré-inca de Marca Huamachuco fut aussi utilisée par les Incas. L'un des membres d'une association de conservation du patrimoine nous sert de guide. Cette partie est le couvent, qu'on appelle ici les nonnes. Les dames du roi vivaient ici. À cause de la pluie, ce mur s'est écroulé. On l'a complètement refait. Toute cette partie, c'est nous qui l'avons refaite. Sans son aide, nous serions perdus au milieu de ces ruines. D'autant qu'il tient à nous révéler un secret. C'est une espèce de tunnel qui permettait au roi de s'échapper. En cas de problème, le roi pouvait se cacher ici. La légende raconte que ce tunnel de plus de 1000 km reliait la cité de Caramarca à la capitale Cusco. Regardez la forme de la feuille. C'est de la coca? Oui, c'est de la coca. On peut la mâcher? Alors, quel goût ça a? On dirait du thé. Combien ça coûte? La coca coûte 10 sols. Mais pour combien? Pour un mois. Pour un mois? Oui. Pour une grande quantité alors? Oui, 500 grammes. 500 grammes? Oui, 10 sols. On commence à mâcher la coca à 25 ans. Elle te guide dans les rêves. Et elle te protège contre les infections dentaires. Il fait 15 degrés et je crève de froid. Je suis complètement sous, si tu veux savoir. C'est le nouvel an. J'ai bu leur Primera. C'est pas mauvais. Hein. Il va danser ce pantin? Ah oui, il va danser, mais un peu plus tard. Cette poupée a certes le pas alerte, mais elle ne dansera qu'une seule fois. Dans le hameau de Culcapampa, nous célébrons la fête du Nouvel An. À cette occasion, l'aguardiente, l'alcool de canne à sucre, coule à flot. Confectionné avec de vieux vêtements, ce muñeco finira dans les flammes. Cette poupée se consumera pour que le meilleur de l'année écoulée soit le pire de l'année à venir. Espérons-le, car la route est encore longue. On a eu une nuit d'enfer. Ça a commencé par, déjà, on a dormi sur une bâche par terre, sur un sol en terre, avec 3 autres personnes dans la même pièce. À 23h30, le type est revenu, complètement ivre. On l'entendait trifouiller la porte. Il a trébuché sur nos sacs. Et comme le mec était complètement dans le noir total, il m'a gentiment marché sur la tête, quoi.
de tout son poids. Donc, je me suis retrouvé avec un espèce de pied sur la tête et un mec me marchant dessus. On pouvait entendre son pied sur sa peau. Il s'est affalé sur nous et sur Megan. Il était sous. Il disait c'est bon, dormez, dormez, désolé, dormez, rendormez-vous. Voilà, et puis dans la même pièce dans laquelle on dormait, il y avait 2 poules, 2 portées de poussins et un coq. Alors moi je pensais que les coqs ça se mettait à chanter à 6 h du matin quoi. Enfin bon, au lever du soleil. Non, ce coq là il a commencé à 1 h du matin, puis s'est mis à chanter toute la nuit, toutes les heures. Ça a fait boule de neige. Quand le coq s'est mis à chanter, tous les coqs du village l'ont suivi. On entendait son écho. Puis bon, on pue quoi, on s'est pas lavé depuis 3 jours. On sue à longueur de journée. Le pire, c'est qu'on suit une rivière qui s'amuse à nous narguer. Elle nous nargue d'en dessous. On l'entend, mais on est encore trop loin. On rêve de se laver le visage dans la rivière, de se rafraîchir. Mais en fait, on ne peut pas vraiment l'atteindre. Va-t'en! Vous voyez, Megan est complètement nue dans la rivière. Je t'éclabousse si tu pars pas! We almost walk. Be careful, putain. Ah, que c'est horrible. Donc là on a un énorme morceau de Capacnyan qui passe et qui monte tout en haut dans cette vallée là. Donc on est au milieu du Paramo, on est à 4200 mètres d'altitude. On se prend une quantité effrayante de flotte dessus depuis maintenant plus de 3 heures. Cette portion de la grande route Inca est magistrale. Nous marchons, la tête dans les nuages, au milieu de géants de pierre. Maintenant qu'on a grimpé jusqu'à environ 4200 mètres, on peut voir cette route fantastique qui se déroule devant nous. En gros, après le col là-bas, on va trouver des escaliers qu'on va devoir monter et descendre. C'est vraiment incroyable. C'est dur, mais ça en vaut la peine. Bon, ok, allons-y parce qu'il est tard, hein. Il est déjà 4 heures. « 4 heures de l'après-midi. Il nous faut absolument passer le col avant la nuit. Nous nous sentons vulnérables. Nous n'avons aucun équipement pour dormir à la belle étoile à cette altitude. C'est dur à cette altitude. 4200 mètres. C'est vraiment grandiose. Par contre, c'est... Putain. Fatigant. Allez, let's go on, Bobby. Je commence un peu à m'inquiéter aussi parce que il commence à se faire tard, quoi. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur et aussi haut en fait. C'est l'un des plus hauts cols qu'on ait jamais monté, je pense. Hein. Ouais, c'est le plus haut. Nous sentons monter l'inquiétude. Mais impossible de presser le pas, nos poumons sont en feu, alors que nos corps sont tétanisés par le froid. Nous avons le souffle coupé par le paysage comme par l'altitude. Wow. Look at that. Oh, regarde ça. On n'est pas encore arrivé. Wow, there is another Pourquoi? Il y a un autre col? Oui. Regarde, on est short là. On a peu de temps. Hein. Oui, on a très peu de temps. On est à quelle altitude? 4224 mètres. On a vraiment très peu de temps.
Quelle heure il est? Il faut y aller, il est 5 heures. L'inquiétude laisse maintenant place à l'angoisse. On ne s'attendait pas à devoir passer un deuxième col. C'est la stupéfaction. Nous n'avons plus aucune énergie. Il est 5 heures. 60 minutes viennent de passer et nous n'avons gravi que quelques centaines de mètres. Dans moins d'une heure, la nuit risque de nous surprendre. Arriverons-nous à rejoindre la vallée à temps ?